Bonjour à tous, comment allez-vous? Salut Génédic, salut. Salut David88, salut Ludovic Guyot 39570, salut Jérém, Team Breads, salut Jofa85, comment allez-vous? Alors je fais quelques checks du son comme d'habitude. Tac. On va baisser la musique. Salut Simon, 200-218, salut Vincent, J45, salut Brett Mibro 35. Bonjour à tous. Tac. Alors, ça va? Ouais, ça va, Jérém? Tout est parfait. Tac. Alors, j'espère que le son ne va pas se faire la malle. Il tient en équilibre. Bon, j'ai un peu de retard là cet après-midi. Je vous avais annoncé 15h. Salut Bémaré5. Bémar. Ouais, ça s'est passé impeccable mon week-end. J'ai pas bossé hier, j'ai pas bossé aujourd'hui. Bon, j'ai quand même fait des trucs. Vous savez, je fais souvent le montage le week-end. Et là, si j'ai un petit peu de retard par rapport à 15h où je vous l'avais annoncé, ce live, c'est que j'étais en train de terminer le montage de ma visite chez Jean-Bernard. Je vous l'ai mis sur Facebook il y a une dizaine de jours, j'étais chez lui. J'ai assisté à la traite, on a fait plein d'activités. Enfin, j'ai assisté à plein d'activités durant la matinée. Et la vidéo est très complète, du coup très longue par rapport à d'habitude. Là, au niveau du timing, de la durée, j'ai 1h23 de durée de vidéo avec Jean-Bernard. Donc ça sortira d'ici quelques semaines, ça ne sera pas mardi prochain car je vais lui montrer le résultat de mon montage. Donc à 30 secondes ou une minute près, elle durera plus d'1h20. Voilà. Donc ça m'a occupé le week-end dernier et puis la journée d'aujourd'hui jusqu'à tout à l'heure. Alors, salut OneLap 1008, salut Yuyu, Belle 2. Bonjour à tous, salut Nat SNCH. Alors, la vidéo de mardi, non, ce ne sera pas sur l'engrais, Jérém et Vincent. Ça va être une dernière vidéo sur le bois. Alors pareil, c'est une tâche qui est pas... voilà, il n'y a pas gros boulot d'effectuer dans la vidéo. J'ai gardé quelques surbilles de bois. C'est toujours du bois donc. J'ai gardé quelques grandes sections de bois et impossible à manipuler à la main. Donc je me suis assisté du tracteur et puis du lève-sac. J'ai déplacé quelques grosses sections de bois. Et ça fera l'objet de la vidéo de mardi prochain. Et dans le titre, j'ai noté que c'était l'une des dernières vidéos sur ce chantier qui m'aura occupé 2 mois. 2 mois de cet hiver, donc. Et ouais, c'est clair. Donc mardi, non, pas avec Jean-Bernard, c'est sur le bois. Et même la vidéo d'après, parce qu'elle est déjà prévue aussi. Et ça tombe comme ça, la saison, hein, quand les beaux jours reviennent, à la veille des beaux jours presque. J'ai beaucoup de sujets à vous proposer et j'ai quelques sujets en attente à vous faire voir. Et du coup, j'en ai 3 ou 4 sur le feu, dont celle de Jean-Bernard, dont une autre
Après celle de mardi, donc sur le bois, il y en aura une autre en préparation des travaux d'engrais. Donc c'est un préparatif que je ne vous ai jamais fait voir. C'est sur les analyses de sol, la réflexion sur les reliquats azotés. Ça, je tenais à faire un sujet là-dessus. La vidéo de Jean-Bernard arrivera sûrement après ça, donc d'ici 2 bonnes semaines. Mais comme je vous dis, il y a encore du travail à faire dessus. Il va la regarder avec son entourage. Je tiens toujours, quand je rends visite à quelqu'un ou que je vais sur une entreprise, et voilà, dès que je sors de ma ferme et que je vais chez quelqu'un que je suis invité, je partage toujours mon montage avant la publication publique, évidemment. Alors j'espère que le micro ne frotte pas, vous me le dites, parce qu'il ne touche pas loin de ma gorge. C'est carrément un long métrage et ouais, c'est bien agréable à faire en tout cas. C'est des moments où là, il m'a accordé 6 heures de sa journée. Je suis arrivé à 7 heures chez Jean-Bernard et je suis reparti à 14-15 heures. Il m'a offert à manger avec sa famille. Et du coup, tu as le temps de rentrer dans l'univers de travail, même s'il a dû s'arrêter pour m'expliquer plein de choses. Je ne m'empêche pas de faire la vidéo de la durée qu'il est nécessaire qu'elle fasse pour comprendre ce dont on parle. Du coup, elle sera assez longue et c'est comme ça. Il a souhaité me montrer, vous montrer plein de choses. La traite, la préparation de la nourriture, les jeunes vaches, les génisses, comment il travaille sa ration, à quoi il fait attention pour que le lait soit de qualité, mais aussi à nous parler chiffres et aspect économique. Cet aspect-là, normalement, est prévu. On a tourné les images. Maintenant, je tiens à ce qu'il regarde ce dont il a parlé, parce que parler face à une caméra, c'est donc une chose. Se revoir ensuite, c'en est une autre. Et puis il faut accorder aussi le temps de la réflexion. Il y a peut-être des choses qu'il souhaitera réexpliquer autrement, peut-être ultérieurement, donc on ne gardera peut-être pas, ou des choses qu'on aura oubliées. Des fois, c'est des petites séquences, des ajouts, des annotations que je vais ajouter à la vidéo. Tout ça, on va le travailler tous les deux. Et c'est pour ça que je me presse jamais de vous délivrer une vidéo si elle n'est pas prête, si elle n'est pas construite. Et voilà. Je veux qu'elle soit validée de tout le monde, lue et relue. Vous aimez le bois? Ouais. Donc si vous aimez le bois, tout va bien. Après, durant toute l'année, c'est céréales et mécanique, donc ça change un petit peu les sujets, de toute façon. Mais c'est comme ça, le boulot est très diversifié sur la ferme, donc je ne me prive pas de vous montrer tout ce qui peut animer mes journées. Même quand parfois je vais au ski et en vacances, je vous montre les pistes de ski. Je fais référence à la vidéo où j'avais été dans une dameuse, sur une piste de ski il y a quelques années. Et depuis, je n'y suis pas retourné. Ouais, je n'ai pas repris de petites vacances comme ça. Donc voilà les news. Cette semaine, vous avez vu sur Facebook, j'ai fait des engrais. Salut Vincent. Le soleil est de retour. Hier, c'était une superbe journée. Bien agréable. Aujourd'hui, un peu plus couvert, mais la douceur est arrivée. C'est hyper agréable. Il doit faire 14-15 degrés. La vie est en train de reprendre dans la campagne. Là, clairement, les oiseaux, les insectes, tout ça va être de sortie. Salut, Cantax énervé. T'es énervé? Ouais, c'est la pomme d'Adam, et c'est ça que je cherchais. Merci Brett, ce Mibro35. Est-ce que je vais jouer à Farming? Écoute, je m'étais dit que j'y jouerais hier, et puis j'ai pas joué. J'ai préféré me promener, aller voir le rugby. On a regardé le rugby à plusieurs, c'était sympa. Non, CBN, c'est nickel. C'est bien. Le son est impeccable. Salut, Etri Norse. Ça va bien, ça va bien.
J'ai passé une bonne semaine de boulot. Donc vous l'avez vu sur Facebook, j'ai fait les engrais sur toutes les cultures qui le nécessitaient, donc colza, blé, orge. Alors ça a passé vraiment partout. Je vais vous faire voir quelques photos de comment a évolué le tracteur sur les terrains. Ça s'est très très bien passé, même dans les terres où à cette époque-là de l'année, tôt dans le mois de février, il y a des fois on ne peut pas y aller. Là, je ne me suis pas posé de questions. Il y avait vraiment, c'était un boulevard pour passer en tracteur et avec le pulvé pour épandre donc dans l'engrais sous forme liquide. Et du coup, ouais, c'est l'occasion à Etrinorth de voir que les cultures se portent très bien. Moi, j'avais fait quelques petits tours de plaine hein, déjà. Il y a quelques petits retards sur une parcelle d'orge semée en direct qu'on a semé fin octobre. Du coup, c'est un petit peu tard par rapport à d'habitude. Et ça se ressent là, la culture, elle est tout juste en train de taler. Donc sur celle-ci, vous verrez dans mes vidéos sur l'engrais, j'ai pas mis d'engrais. Du coup, j'ai pas bossé sur la batteuse GRM, mais il y a du boulot. Faut que je m'occupe de certaines petites choses. Il y a une vis sous le contrebatteur, sous le batteur, une vis qui achemine le grain sur les grilles. Il y a beaucoup de jeux dans les pignons, il faut que je réajuste ça. Et puis j'ai un petit peu de boulot aussi à la tête du rotor. Mais ça, je vous en reparlerai. Je ne sais plus comment on appelle ces pièces à la tête là-haut. J'avais vu ça avec mon mécano. Il m'avait dit ce qu'il fallait faire et je vous retiens au courant de ça. Et puis, il faut vite que moi aussi, je m'y tienne au courant parce que les mois et les semaines vont vite passer. Le mois de juin, c'est vite arrivé. Je sens qu'au 20 juin ou au 15 juin, il va falloir être prêt. Et donc les cultures se portent super bien, c'est bien agréable. Je vais vous faire quelques photos après. D'ailleurs, je n'ai pas préparé les écrans de photos, ça c'est pas bien. Je vais faire ça en même temps que je vous parle. Donc cette semaine, voilà, ça c'est une photo sur le colza, je vais vous faire voir ça. Après, j'étais dans les blés, je vais vous faire voir les blés. J'ai eu les retours d'analyse de sol, donc les reliquats azotés. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, même je l'ai montée hier, je l'ai faite hier, et elle révèle peu de reliquats azotés, donc peu de restes d'azote, peu de précédents, peu de matière fertilisante dans les sols. Donc ça c'est la deuxième photo, je vais vous faire voir ça. Donc c'est à prendre en compte dans les calculs et mes doses d'apport d'engrais à faire dans les semaines à venir. D'habitude, parfois il y en a 2-3 fois plus, mais là on est vraiment ras les pâquerettes. C'est pas dramatique, c'est juste à prendre en compte. Et puis je vais travailler là-dessus. Une bonne bière et des cacahuètes, tout à fait. Parfois, après, l'engrais que j'ai fait dans la semaine, donc je l'ai fait du 10 jusqu'au 10, 11, 12, j'ai fait de l'engrais, non, le 10, 11, j'ai commencé le 10 je crois. J'aurais pu décaler de 2-3 jours, attendre ce dimanche 13 pour le faire, mais j'ai choisi d'avoir mon samedi et mon dimanche. Certains sur Facebook m'ont fait remarquer que oui, j'y allais trop tôt. Si j'avais marqué, parce qu'il y a un endroit, il y a une mouillère, je vais vous montrer quelques photos que je ne vous ai pas fait voir sur Facebook. Il y a un endroit où j'ai pas pu avancer plus que 20 mètres dans le champ. Du coup, j'ai fait demi-tour, hein, il ne s'est rien passé de grave, mais certains m'ont fait remarquer que j'y allais trop tôt. Après, c'est vraiment pas une science exacte, car ils annoncent de l'eau demain. Je souhaitais avoir mon week-end et du coup, j'ai fait ce travail du 10 les 10 et 11 février. Ça tombe comme ça cette année. L'année dernière, j'ai plus bossé, je crois, du 16 au 20, 22, les engrais, février. Voilà. Je vous prépare les photos. Donc là, on parle de Jean Bernard. Je vous avais fait voir la photo de ma visite chez lui. Je vous le représente. Si vous ne savez pas qui est Jean Bernard, le voici, le voilà. J'étais très content qu'il m'accueille encore une fois. Il m'a appelé il y a quelques semaines. Il m'a dit « David,
Je te fais voir les vaches laitières, la traite du matin donc. J'ai ouvert le tas d'ensilage de luzerne, dont j'avais suivi le chantier d'ensilage il y a 9 mois, au mois de mai 2021. Et du coup, il a ouvert, il a fait des analyses de fourrage, il va nous montrer ses chiffres techniques d'analyse de fourrage, la teneur en azote de la partie luzerne, la teneur en azote de la partie régras, ce que ça représente pour fabriquer un lait de qualité, ces deux fourrages. Fourrage du maïs grain, enfin c'était très très passionnant cette visite et j'espère que ça le sera pour vous aussi. Et ah oui, tiens, derrière, elles sont en train de pâturer un couvert de colza qu'il a semé en interculture il y a quelques mois. C'est une terre qui, on peut dire, est au repos, qui attend d'être semée en maïs. Et il en profite de faire pâturer cette végétation à ses vaches. Salut, j'ai loupé certains de vos messages. Donc ouais, de belles vidéos en perspective. Et c'est bien agréable quand le printemps revient, c'est que l'activité revient et j'ai vraiment plaisir à vous proposer ce qui se passe sur la ferme. Même si l'hiver, il y a des choses intéressantes à vous faire voir, il y en a quand même moins. Alors cet été, il y avait beaucoup de bois, donc il y a beaucoup de choses à vous proposer. Mais quand les beaux jours reviennent, le moral revient, quoi. Et l'envie de vous raconter tout ça revient. Alors j'ai apporté de l'engrais liquide Etrinort. Donc on appelle ça de la solution 390. Hein. C'est-à-dire que pour 1 litre de cette matière, il y a 39%, tu as 390 grammes d'azote dedans. 100 litres d'engrais liquide, c'est 39 kg d'azote. Pour 100 kg, vu que la densité, c'est pas exactement 1, c'est 1,3, pour 100 kg de matière, tu as 30 kg d'azote. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est une matière fertilisante chargée principalement d'azote. Élément fertilisant principal, élément minéral principal pour les cultures, colza, blé, orge principalement, un petit peu le tournesol. Ensuite, il y a le soufre que je apporterai d'ici quelques jours, quelques petites semaines, rapidement, parce que le colza, là, il va rentrer dans sa montaison, il va s'agrandir, lui, il va en demander très rapidement, et j'en apporterai aussi dans la foulée sur les blés, sur les orges. Et là, ça sera du sulfate d'ammoniac. Donc, ça sera un engrais solide sous forme de billes. Et là, ça sera avec l'épandeur, avec l'épandeur centrifuge. Vous m'avez déjà vu épandre cette matière sur les cultures les printemps précédents. Voilà. Ouais, MD Bretz. Je les crains pas, mais je sais je pense qu'elles vont revenir. On n'est que mi-février. L'année dernière, je crois que c'est au mois de mars-avril, il y a eu des gelées. J'avais craint quelques gelées d'épis. Il y avait eu même quelques gelées d'épis de blé. Et puis quelques épis d'orge aussi. Mais ça n'avait pas trop, je crois, perturbé la productivité. Mais ouais, je pense que le doux va arriver, ça va repartir au gel. Jonathan, tu es à l'atelier, tu vidanges le 74,95. Salutations à ton tracteur, à ton macé. Tout à fait, Jérém, avec le bogbal, avec le semoir, donc ça c'est prévu. J'ai tous ces engrais. Si je voulais même fertiliser toutes mes cultures avec de l'engrais liquide, j'en aurais suffisamment, mais vu que j'apporte de l'azote aussi avec le sulfate d'ammoniac, j'ai un peu d'azote qui est sous forme solide, donc à la fin de la saison, avec mes calculs, il me restera de l'engrais liquide. Et aujourd'hui, c'est un stock qui va valoir assez cher. Là, l'unité, si je vais vous parler coût un petit peu, l'unité d'azote, je vous en avais parlé la semaine dernière. L'unité d'azote liquide, donc le kilo d'azote dont je vous parlais à l'instant, tout à l'heure, il va me revenir à 1 € le kilo. Et les années précédentes, on est plus sur 65 centimes. Donc il y a une forte envolée du prix de cette matière première.
Et du coup, là, j'ai quelques prix qui passent si je veux en acheter pour la saison prochaine. Mais c'est vraiment grosso modo, hein, c'est pas le même acheteur, c'est pas le même vendeur. Hein, c'est un confrère qui nous a communiqué ces prix-là. On est à plus d'1,50 € du kilo d'azote. Les travaux sur le 95 chevaux, non, OneLap, ils n'ont pas démarré. J'ai reçu la matière première qui va m'être utile pour le réparer. Et donc surtout l'intérieur de la cabine. Je veux revoir les garnitures et j'ai reçu une garniture et puis de la colle pour réparer ça. Donc je vais démonter tout ça, enlever celle qui est existante, qui est toute délabrée. Et puis remettre... alors j'ai pas trouvé la même couleur, c'est pas bien grave. Je vais partir sur un gris, gris clair. Et du coup, ça va pas être trop salissant. Parce que si je repars sur je me dis, si je repars sur un marron clair, ça va être salissant. Et puis, de toute façon, je n'ai pas trouvé la référence pour refaire la garniture telle qu'à l'origine. Mais je ne suis pas trop regardant sur le fait que la garniture ne se rapprochera pas trop de la moquette couleur marron clair d'origine. Bon, ça se trouve, une fois que j'aurai passé ce gris clair, il ne me plaira pas et je le démontrerai, mais je pars là-dessus. Alors, ouais, c'est une bonne remarque, OneLap. Pour vous dire pourquoi je suis parti dans les champs très confiant cette semaine, c'est qu'il n'a vraiment pas plu par rapport à d'habitude. Et je vais vous faire voir, j'ai regardé les statistiques de la pluviométrie de novembre jusqu'à fin janvier dernier, près de chez moi. Et on est en déficit pas mal, sauf sur décembre, on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais janvier, c'est assez impressionnant. Je vais vous faire voir ça, je vais vous faire voir la capture de l'écran. Du coup, c'est assez impressionnant. Pourquoi j'ai pas fermé la fenêtre pourtant. Ah là voilà. Tac, pluviométrie, statistiques des mois, et puis j'ai les moyennes historiques, c'est vraiment sympa. Climatologie, on va passer ici. Donc on est en déficit, hein, mais après c'est pas parce que j'ai moins d'eau que d'habitude que les cultures souffrent, pas du tout. Ah bon, on a à peu près le même nombre d'heures, Jonathan, il me semble que je suis pas loin de 6000 heures, ou j'ai 7000 heures sur le Massey. Ah, je sais plus. Ah, le 74-95, c'est un Massey. Ouais, non, c'est un Massey, ouais, moi aussi le Massey, c'est le même numéro. C'est bien ce qu'il semblait, c'est un Massey. Alors normalement on a les moyennes. Tac, elles étaient où? Donc, je vous conseille toujours ce site infoclimat.fr. C'est vraiment sympa pour voir comment vous vous situez par rapport à d'habitude. Climatologie de tous les mois de février. Là, on a des graphiques, donc par année. Alors, attends, on va pas bien voir là. Les photos, tac, laissez-moi redimensionner la fenêtre. Tac. Ça, oui, ça, il n'y a pas besoin. Alors, ça c'est les températures, et puis là les diagrammes bleus, donc chaque barre c'est un niveau de précipitation. En 2013 on avait 50, là. Bah, après on n'est que début février, 13 février, donc c'est à prendre en compte, mais le mois est en cours. On avait en 2020 70 mm, en 2021 62. Et là depuis que le mois a commencé, on a eu 5. Après je peux reculer dans le mois de janvier. Janvier 2022, on a eu 34. Non. Ouais, 34. Et vous voyez qu'en haut, on a la pluviométrie moyenne d'un mois de janvier, c'est 67. Donc vous voyez, sur janvier, j'ai été servi de moitié moins par rapport à d'habitude. L'année dernière, c'était plus 109. Donc là, vous voyez, janvier, on ne s'est quasiment rien payé. J'ai des champs super sains, sauf la mouillère que je vais vous faire voir quelques photos tout à l'heure. C'est un champ nouveau que je n'ai pas l'habitude d'exploiter. On l'exploite depuis 3 ans. Ah, Jonathan, ouais, il est de la même année que toi, mon Massey.
Ah non, non, il est plus... Attends, le mien, il est de quelle année? Ouais, si, 2004. Ouais. Putain, je sais plus les années de mes tracteurs. Ouais, c'est ça, ouais, 2004, il me semble, ou 2005. Et sur décembre, on a eu un petit peu plus d'eau que d'habitude. Vous voyez, on a eu 94 pour une moyenne du mois de 66. Donc on était un peu chargé. Mais quand on regarde novembre, un petit peu plus avant, on n'était pas du tout chargé. Vous voyez un peu, 21 mm sur novembre pour une moyenne de 57. Donc la pluvio par chez moi n'a rien à voir par rapport à d'habitude. C'est pour ça que les champs sont très très accessibles ces jours-ci. Attends, on va redimensionner ça pour tout à l'heure. On va regarder les commentaires de mardi dernier aussi, comme d'habitude. Sur le fendage des têtes de chêne. J'en ai ressorti un petit peu du chêne qui avait éparpillé, de l'acacia aussi surtout. J'ai encore quelques petits bois à sortir par-ci par-là. En fait, il y en a toujours à faire. Il y a 2 semaines, tu me disais que tu as effectué un conseil stratégique. Ouais, j'ai vu apparemment qu'en plus du conseil stratégique effectué tous les 2 ans, il y a aussi le diagnostic effectué sur l'exploitation. Je n'ai pas du tout d'idée comment c'est. Je ne sais pas du tout comment c'est organisé cette petite affaire-là. Je suis bien d'accord avec toi que tous les 2-3 ans, ça revient très souvent. Par contre, le diagnostic en exploite, alors attends, si, il y a quelques mois, si, je l'ai eu. Par contre, je ne sais pas le coût encore. Je sais juste le coût global, je crois, des 2 interventions. La journée de formation, enfin la journée de conseil en salle, plus ce diagnostic exploitation. Je pense que ces 2-là sont liés par rapport à ce nouveau plan, à ce nouveau conseil stratégique, obligation réglementaire à faire, en plus du certifito à faire tous les 5 ans, que d'ailleurs je vais renouveler cette semaine, parce que ça a été annulé il y a 2 semaines pour cause de Covid. Et du coup, je ne sais plus, on m'a annoncé le coût. Alors c'est au moins 100 € et c'est au plus 200 de mémoire. C'est entre 100 et 200 €. Ce coût nouveau par exploitation utilisatrice de produits phytosanitaires à prévoir tous les 2-3 ans. Vincent J45. Donc voilà Nat pour mon retour. Et j'ai trouvé le coût, je ne m'attendais pas à ce coût-là. Je ne voyais pas un coût compris entre 100 et 200 €. Voilà, après chacun y voit si c'est onéreux ou pas. Je ne vais pas me prononcer là. Attends, je vais éclaircir un peu. Ça y est, le soleil est parti. Voilà. Vincent, pourquoi tu n'utilises pas beaucoup la fourche du petit tracteur? Tout simplement parce que ça dépend des travaux qu'il y a à faire. Là, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Pourquoi je l'ai utilisé? Ça dépend. Ça dépend des bricoles. J'ai essayé d'utiliser ce godet et la fourche, mais je ne voulais pas filmer pour essayer de décoller le pneu sur la jante du vieux châssis que j'ai démonté. Voilà, c'est tout simplement parce que les boulots qu'on fait actuellement ne nécessitent pas l'utilisation du godet et de la fourche. On l'utilisait beaucoup et durant ma grande jeunesse, on l'a utilisé beaucoup pour ramasser des pierres avec le 3 points, la petite bénette derrière. On remplissait l'arrière de la bénette avec la fourche à l'avant et le godet pour ramasser les pierres dans les terrains caillouteux, les silex. Yes, merci OneLab d'avoir répondu, tu as tout à fait raison, il est de 1992. Attends, non, de 1991. Ah, attends, je vais vous répondre précisément. La batteuse est de 92. Par contre, le 1455, il est de quelle année?
à une année près. Le 956, il est de 88. Ouais, Nat, pour le coup, de la formation, ouais, je dirais entre 100 et 200 euros. Alors, ça peut être 250, hein, pardonne-moi si c'est plus. Mais c'est quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines, quoi. Ce qui, du coup, je m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais pas à ce surcoût, enfin, à ce coût nouveau dans nos exploitations, quoi. Il pleut pas chez toi? Ouais, non, Jonathan, pour l'instant, il pleut pas, mais j'ai vu ouais, qu'il était annoncé un front humide, venteux. Ça a fait un peu de vent ce matin, mais là, ça s'est calmé. Mais bon, nous, on va se le payer un petit peu aussi, mais de manière plus modérée. Mais ouais, ça va s'agiter demain. Il est même annoncé des orages sur certains radars. Ah non, le 1455, il est exactement du 26 novembre 1991. Voilà la date de sortie du tracteur. J'ai toutes les cartes grises là. Le prix, la taxe de région, ça devait être en francs, ça évidemment, ça coûtait 127 francs de faire cette carte grise, l'immatriculation. MD Bretz, même chose en Ille-et-Vilaine. Vous avez du temps qui vante. Salut Ménécard, bah écoute, week-end de repos, semaine d'engrais. Ce week-end de repos, mais j'ai fait du montage, ça m'a pris jusqu'à tout à l'heure, comme je vous disais. Montage surtout de la vidéo que j'ai tournée chez Jean Bernard, c'est une vidéo qui fera plus d'1h20. Donc une grande émission avec comme acteur Jean Bernard et moi-même. Alors OneLap, ouais, c'est une bonne remarque ça. Écoute, ouais, je vais peut-être reprendre les terres là que je souhaite semer en tournesol, mais pas avant quelques semaines, hein, pas avant le mois de mars, parce que là vraiment c'est très humide, même s'il pleut pas, hein, toute la surface des sols sont absolument humides. Par contre, c'est très sain en dessous. Mais je déchaumerai peut-être, je passerai un petit coup de 10, je pense, pour préparer les sols au semis. Et du coup, j'utiliserai sûrement le déchaumeur rapide. Sûrement. Voilà. On verra. Tu as les tôles de hangar, c'est pas bon signe ça. Si les tôles du hangar tapent, c'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit le week-end dernier dans les commentaires de la vidéo sur le fendage des têtes de chêne? Alors, Jonathan, la vidéo, je pense qu'elle sortira pas le mardi prochain. Je la prévois pour, je pense, le 1er mars. Mardi 1er mars. Ou si elle doit sortir plus tôt, le 22 février. Mais par rapport à l'ordre des choses que j'ai tourné, puis à la logique, la succession des vidéos, normalement, semaine prochaine, je reparle un petit peu de bois. Ouais, du coup, ça pousse au 1er mars. Voilà. Voilà pour les news. Et puis du coup, le montage m'a pris jusqu'à tout à l'heure. Et j'ai pas fini mon montage, il faut que je monte aussi la vidéo d'après. Du coup, il y aura un petit peu de décalage entre le tournage et puis le visionnage que vous aurez, mais c'est comme ça arrive parfois. Il faut que je monte ma vidéo de cette semaine sur le premier passage des engrais sur les céréales et le colza. Et je vais vous faire voir quelques photos ici maintenant et vous parler un petit peu des doses que j'ai apportées. À la vôtre. Ouais, OneLab, je vais essayer d'en mettre sur les terres séchantes, les terres à cailloux silex. Yes, je vais essayer. Et je vais essayer parce que je vais peut-être garder certaines surfaces que j'ai semé de la févrole sur ces terres-là. Mais si elle ne me convient pas, parce que si ça devient trop compliqué à désherber, peut-être que j'y ferai des tournesols. Parce que ça risque de tomber en échec. Ces surfaces en févrole que j'ai fait dans les terrains séchants et je ferai peut-être du tournesol. Alors, la vidéo du fendage.
On est bien d'accord, Damien, le bois réchauffe même plus que 3 fois parfois. Ça réchauffe plusieurs fois, comme tu dis. Ça va bien, Julien. Tac, tac, tac. Donc c'est une fendeuse avec un circuit hydraulique directement lié au tracteur, hein. C'est pas un circuit hydraulique à part. Il n'y a pas une pompe sur la fendeuse. C'est un de ses inconvénients parce que ça fait travailler la pompe du tracteur. Ça, c'est pas très bon pour le tracteur et sa pompe de faire tourner la fendeuse comme ça. Bon, ça, depuis que je suis gamin, je vois cette fendeuse, on l'utilise avec ce tracteur. On n'a jamais foutu la pompe en l'air. Ludovic Guillot, 39570, écoute, t'en en penses du bien. C'est pas elle qui va me donner des idées, comme parfois mon père va des fois me dire, tiens, tu devrais parler de tel sujet, tel ravageur dans les colzas, les limaces. Bon, papa va être plus connecté aux travaux, comme moi, parce que bah, c'était son boulot. Maman, elle a toujours été à l'extérieur de ce travail. Du coup, non, elle en pense du bien, non, elle trouve que c'est chouette. Non, de toute façon, mes parents m'ont toujours fait confiance sur beaucoup de choses. Ils sont vraiment très cool. Et je crois ne... Voilà, je crois qu'ils ont raison. J'essaye de ne pas faire n'importe quoi. Ah, attends, pourquoi vous voyez pas? Ah ouais, tiens, on va redimensionner ça comme ça. Normalement, c'était un petit peu plus gros. Là, vous allez y voir mieux. Tac. Ensuite, alors Jonathan, faire des montages, non, c'est pas dur. C'est juste du temps que ça me prend, des heures même. Là, pour la vidéo de Jean Barnard, ça m'a peut-être pris, on va dire, 7 heures. Il y a 1h20 de vidéo. Et j'y suis depuis le week-end dernier, donc ouais, ça prend du temps. Alors c'est pas dur parce que j'aime bien le faire, hein. Puis ça fait plus de 20 ans que je sais faire des montages, que j'ai appris en faisant des vidéos personnelles sur mes voyages, sur mes vacances, sur les anniversaires, sur les mariages que j'ai pu faire. J'ai toujours aimé faire un rendu des événements, de faire un rendu monté, et puis de le montrer ensuite à tous les invités qui étaient là. Donc si tu veux, c'est mon dada, donc il n'y a pas de souci. Alors jamais on a eu, Vosgian Agripix, jamais on a eu de soucis de projection de bois. Ma mère qui était aux manettes là, elle se met toujours à côté, un petit peu sur le côté. Quand ça pète, quand le bois éclate, il va éclater à nos pieds, il va nous rebondir vraiment pas loin. On n'a jamais eu de soucis. Cependant, la protection pourrait être meilleure en ajoutant un garde-corps, ça se fait sur les fendeuses, un petit habitacle pour que le bois, lorsqu'il éclate, il n'aille pas plus loin que le dessous du verre. Donc non, pas de souci, mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, un accident. Donc ouais, il y a un peu de progrès à faire sur cette fendeuse qui a complètement été bricolée par, je ne sais même pas qui l'a faite, si c'est mon père ou mon grand-père. Mais ouais, pour être un peu plus sécure. Alors, OneLab, comment vas-tu gérer l'eau s'il en manque? Eh bien, c'est pas facile à gérer. Le seul moment, là, sans irrigation, on va essayer de le gérer, c'est pour garder la fraîcheur dans les semis de colza. Je dirais c'est le seul moment où techniquement je peux essayer de sauvegarder de la fraîcheur dans un sol. Mais après, pour accompagner les cultures jusqu'à la moisson prochaine, j'ai aucune marge de manœuvre, aucun moyen technique pour gérer de la flotte, sauf peut-être un binage sur les tournesols. Un binage vaut 30 mm d'eau, hein, ça donne beaucoup de fraîcheur à un tournesol, du moins ça le fait pousser. Du coup, mais bon, j'ai pas une super bineuse, du coup, non, il n'y a pas de moyen pour moi de pallier à un manque d'eau. En blé, il y a Césario Macaron. Je ne sais plus les variétés que j'ai mis. Il faudrait regarder ma vidéo sur le semis de blé. Je dois avoir donné le détail. Semis de blé 2021. Et en orge, c'est de la Rafaela et de la Zebra.
deux variétés jaunisse qui sont résistantes ou tolérantes, je ne sais plus le terme exact, à la JNO, la jaunisse transmise par les pucerons. Cependant, elles ne sont pas tolérantes à la jaunisse, à la maladie des pieds chétifs transmise par les cicadelles. Donc Rafaela et Zebra. Les cultures vont très bien, elles sont en très bonne santé. Pas beaucoup d'eau, clairement pas. Mais il y a des régions de France, je crois que c'est l'Est, vous me dites dans les commentaires des fois, sur Facebook, vous croulez sous l'eau à certains endroits. Et vous ne pouvez pas passer dans les champs actuellement. Donc il y a vraiment des disparités aujourd'hui en France. Ouais, OneLap, ouais, je pense mettre quelques tournesols dans les silex. Ouais. Ouais, et la fendeuse, ouais, c'est un gros IPN. Ouais, elle va pas se fausser comme ça, la fendeuse. La fendeuse faite maison. Petite question. Non, Bubu, écoute, la peur n'évite pas le danger. Ouais, tu parles de est-ce qu'on craint les vols? Évidemment, on craint le vol de tout hein, sur une ferme. Il y a pas mal de matériel et de choses qui sont exposées aux quatre vents. La ferme s'étale sur plusieurs hectares, sur des kilomètres. Donc il y a toujours... Après, on rassemble le matériel au même endroit, mais là, le bois, il n'est pas rattaché au bâtiment. Mais bon, qu'ils essayent. Hein, qu'ils essayent. Le bois est très peu accessible, en tout cas. Et avec moi, il ne faut pas trop essayer. Je suis quand même quelqu'un qui prend en image un petit peu les quatre coins de son exploitation. Je suis du genre à poser des caméras pour filmer le gibier, par exemple, vous voyez. C'est une combien de tonnes? J'en ai aucune idée, la frite jaune. De combien de tonnes ou combien de poussées peut être la fendeuse. Ouais, voilà, OneLap. Ah, Jonathan, bah non. Bah, après, ouais, apporter de l'eau pour humidifier un terrain ou pour arroser une culture, non, techniquement, économiquement, ça ne va pas être très rentable. Peut-être pour des cultures maraîchères, mais... Ah ouais, Jonathan, donc c'est du blé panifiable, tout à fait. Et les orges, c'est des orges fourragères que je sème. Papa, il n'y a pas si longtemps, faisait des orges des orges brassicoles pour la filière bière. Eh bien si, Michel, on avait les lunettes de protection. Ma maman avait des lunettes, ses lunettes perso, donc ça lui a protégé. Par contre, pour les oreilles, non, c'était pas nécessaire. Si je les avais pas, bah, là, il n'y en a pas. Mais voilà, il n'y a pas de truc particulier, Michel. Ça... non, sur la manette, non, il n'y a pas de blocage pour la montée automatique de la fendeuse, du vérin. Non, vaut mieux que ça soit manuel et que s'il y a un problème, si on n'actionne pas, s'il n'y a pas de main, j'ai pas envie que la fendeuse bouge de manière automatique sans qu'on ait la main dessus. Faut qu'il y ait une sécurité minimum quand même. Non, Pitou, pas de crainte particulière pour le vol. Ouais, Jonathan, oui, il y a des treuils qui s'installent sur le haut des fendeuses. Ouais, bon, on n'a pas pris le temps de le faire actuellement, mais ça se fait pas mal. Mettre un treuil pour tirer les gros bois et s'éviter de les soulever. Ça permet des fois d'aller les chercher à quelques dizaines de mètres et de les attirer sur la fendeuse elle-même. Ça se fait pas mal. Mais après, pour le peu de bois qu'on fait, voilà, j'ai pas installé ça encore. Alors André, c'est vrai que je me baisse beaucoup là pour soulever les bois. Alors quand ils sont trop gros, utiliser une sapie, je pense que c'est le genre de crochet que tu accroches à ta bille de bois pour la soulever et éviter de te baisser. C'est très pratique. Par contre, quand c'est des gros bois comme là, des fois tu vas tirer comme un âne sur... quoi que non, c'est un outil particulier, voilà, c'est une sapie. Donc ouais, ça pourrait être utile. Je l'ai vu dans les rayons chez mon agro-fournisseur.
Ça pourrait être intéressant. Mais des fois, j'utilise la serpe pour des plus petits bois. Ouais, donc Martin, se fabriquer une cage autour de la fendeuse pour éviter que le bois éclate, ouais, comme on disait tout à l'heure. Et quand il tombe, des fois on évite de le faire tomber, mais s'il tombe, ouais, il faut le relever pour le refendre. Exactement. Voilà. En 2003, ouais, tu as utilisé ton PV pour arroser. Mais sachant que ouais, si tu vas arroser 1 hectare d'1 millimètre d'eau, quand on fait le calcul, juste 1 millimètre déjà, c'est pas grand-chose. Mais si tu veux irriguer 1 hectare et mettre 1 litre d'eau par mètre carré, qui représente 1 millimètre, il faut 10 mètres cubes d'eau. Donc en termes de nombre de pulvérisateurs, par pulvérisateur rempli d'eau, si je voulais irriguer, il faudrait que j'en fasse 2 tours et demi de pulvérisateur rempli d'eau par hectare pour apporter juste 1 millimètre. Ça fait beaucoup. Ça fait pas beaucoup d'eau, mais ça fait beaucoup de pulvérisateurs ou de tonnes à eau. Tac, tac, tac. C'est du travail, tout à fait, c'est du travail à la chaîne. Merci pour l'aide de ton fils, Sylvain. Son fils se porte volontaire pour venir m'aider. Ouais, mes parents, Pascal, tiennent la forme, en effet. Ils sont encore jeunes, ils sont jeunes retraités. Donc tant mieux, ouais, tout à fait, qu'ils peuvent encore m'aider, puis ça leur plaît de me donner un coup de main. Tac. Ah, je suis pas sûr que ça se fasse à OneLap, adapter un système de pulvérisation à la bineuse pour arroser que le rang. Ah non. Bah, où j'ai pas vu passer la technologie, mais non, mais ça fait des quantités d'eau quand même énormes. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Toc. Alors, John Wood, alors quel est l'avantage là de le garder en 1 mètre, le bois que j'ai fendu, entassé, l'acacia, tout ça c'est en 1 mètre. Tout simplement bah, de le tout de suite au bois, de le sectionner au bois avant de le ranger en bout de bois, en bout de champ on va dire, de tout de suite le mettre en 50, ça fait beaucoup de bûchettes on va dire à manipuler, à sortir du bois et à rentasser. On préfère, parce qu'ensuite quand je le vendrai généralement en 50, on préfère le scier au dernier moment, au moment de la livraison, quoi. Du coup, c'est juste une question du nombre de manipulations. En 1 mètre, c'est toujours soulevable, c'est toujours manipulable, et voilà, au lieu de soulever 2 bois de 50, on en soulève un bois d'1 mètre. Romaric, pourquoi je stocke pas le bois à la ferme? Tout simplement, il y a plus loin, il n'y a pas, parce qu'elle est à quelques centaines de mètres, la ferme, c'était possible. Par contre, non, ça éviterait pas la double manipulation, que je le stocke à la ferme ou ici en bout de champ. Il faudra quand même le manipuler soit en bout de champ, soit à la ferme, parce qu'il faut qu'il sèche 1 ou 2 ans. Ouais, il y a un peu de jeu dans le coin, mais c'est pas du tout gênant. L'axe bouge un petit peu, mais c'est pas du tout gênant. Donc voilà, non, je préfère le laisser en bout de champ, le laisser sécher pas très loin, du bois, et il n'y a pas de risque qu'il se fasse voler, hein, de toute façon. Salut Kylian, le bois est une grande aventure. Pour la vente, tu fais pas du mélange. Alors ça dépendra de la demande. J'ai catégorisé pour des fois que ça soit plus simple pour la vente, acacia, châtaignier, chêne d'un bout. Peut-être certains voudront de l'acacia avec du châtaignier, donc quand on fera la livraison ou que les personnes viendront, ils prendront ce qu'ils font, mais c'est pour
voilà, c'était plutôt simple de le trier. Donc voilà pourquoi. Voilà pour les questions de mardi dernier. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'ils annoncent comme météo? Fais voir. Météo bleu. Je regarde toutes les 6 heures la météo là. Même si ça ne changera rien au résultat final. Je veux juste savoir si semaine prochaine ça flotte pas mal. Ça se fait sur des planteuses, mais compliqué en agriculture, ça fait tellement d'eau à transporter. Ouais, c'est ça, Nat. Ouais, donc sur certaines cultures, apporter l'eau en localisé, ça se fait, d'accord. Donc Jonathan, tu regardes Météo Ciel. Ouais, je crois que pas mal d'agriculteurs et agricultrices de la profession regardent Météo Ciel. C'est pas mal regardé. C'est quand même une référence. Je les trouve très fiables sur les vitesses de vent. Vitesse du vent, ils sont... Non, oui, vitesse du vent, ils sont fiables. Météo bleu, ils sont nuls. Enfin, oui, c'est pas bien de dire ça, mais je trouve pas mon bonheur pour les vitesses de vent. Là, on va regarder météo bleu. Ils sont pas du tout précis. Je comprends pas la lecture du vent sur météo bleu, là. On va regarder tour. Là, le vent, vous voyez, c'est 28, 26, enfin, c'est pas du tout précis. Il y a des grandes tranches il y a des grosses fourchettes de vent. Il y a une information, mais je la trouve pas claire. Les rafales, on ne sait pas si c'est des rafales à 45 et une moyenne à 26. Ce que j'aime bien, c'est la lecture du temps. La lecture les pictogrammes sont vachement bien faits. Les pluviométries sont bien visibles et elles sont plutôt fidèles. Ouais, Météo France, j'aime pas du tout la lecture. Peut-être qu'ils sont très bons, hein, les modèles qu'ils utilisent pour fabriquer leurs cartes et sont généralement les mêmes modèles que utilisés par Météo Bleu. Mais après, vous voyez, il y a une lecture, il y a une mise en forme de la prévision que je préfère sur certains sites. Météo Bleu, donc demain lundi et dans la nuit, il y a 3 mm. Ah, 3 mm cette nuit. Vous voyez, il y a même la nuit dessinée là. Donc lundi, demain un peu pluvieux avec une accalmie au milieu. Mardi, beau temps avec un peu de douceur mercredi, un peu d'eau mercredi. Et puis là, il y a l'indice de confiance. Quand c'est vert, c'est plutôt confiant. Et quand ça vire au jaune vers le rouge, il y a de moins en moins de la confiance. Là, il est peu sûr d'avoir 5-10 mm mercredi. Presque pas sûr d'avoir 2-5 mm vendredi. Et ils annonçaient même un peu d'orage pour demain, mais c'est parti. Puis après, les cartes sont bien faites aussi. Météogramme, c'est pas mal aussi. Les cartes. Ah ouais, je vais vous en faire voir aussi, c'est Ventus Sky. Je vous le fais voir juste après, vous allez voir. Il met 300 centilitres à chaque plant de melon. Ok. Salut JL Soulet. Salut Stéphane 86 330. Tu arrives après la bataille, mais non, il n'y a pas de souci. Donc là, on est centré sur Tours. Là, il charge les images une à une. Et vous voyez, là, la flotte arrive. Et puis clairement, ouais, si dans le nord-ouest, vous êtes sous l'eau, c'est bien ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Il pleut dans le nord-ouest de la France. Et moi, ici, c'est pas pour tout de suite, mais ça va être cette nuit. C'est plutôt bien fait, les radars. Là, la lecture du radar passé avec une prévision à 1 heure, je crois, 2 heures. Là, on va jusqu'à 18h30 et vous voyez, à 19h, à Tours, il pleuvra. On va regarder météo ciel dans le 22 490. Donc ça, c'est mince. Côte d'Armor. Loudéac, si je ne me trompe pas. C'est par là-bas. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche.
prévision pour chez toi. Alors des fois, ils sont un peu à la... Selon les modèles que tu choisis ici, il n'y a pas les mêmes prévisions. Donc là, vous avez des rafales à 85, ce soir à 19h. J'aime bien le modèle arôme. Il va décomposer heure par heure ta soirée. Donc ça va souffler avec un petit peu d'eau. Rennes Toudé pour les radars. Ok, Vincent. Pélin Trigavou, pardon. Près de Dinan. Ok. Donc là, c'est par chez toi. Et du coup, ouais, il faut... Ah oui, attends, je vais vous faire voir Ventus Sky. Et j'aime bien leurs cartes. Ils sont vraiment très lisibles. Ventus Sky. Hop là. Il est où mon écran? Il est là. Salut Esteban, salut à tous. Ok, c'est une application. J'aime bien les cartes de ça. Il y a un menu qui est simple à gauche. Si on va à tour, là, on peut faire les précipitations. Donc là, il a zoomé tour. Voilà, on a le nombre de millimètres par tranche de 3 heures. Là, je vais me mettre à 19h. Il n'est pas annoncé d'eau. On va faire une lecture de tout ça. Et il va avancer jour par jour. Donc lundi matin, à 7h, on aura chopé un petit peu d'eau dans la nuit. Et là, pareil, voilà. Vous avez le nombre de millimètres par tranche de 3 heures. Et là, ça veut dire qu'il y a un peu d'orage quand il y a des petits points rouges là. C'est orageux. Et du coup, voilà, 1,6 mm avec des orages par chez moi. Demain après-midi. Tu as l'inclinaison des vents là qui est dessinée. Alors Esteban, ce que tu dis, ouais, des fois ça se passe un peu pour moi aussi. Tu tournes la vidéo, tu te dis, faut rien oublier, et puis il te manque quelques petits bouts. Et puis bah, tu retournes parfois faire une petite séquence de voix off pour rajouter une mention. Ou après, t'as une possibilité, c'est d'ajouter des titres, enfin des mentions que tu n'aurais pas, des informations que tu n'aurais pas dites de vive voix, mais qui sont importantes et tu vas les noter en notation. Voilà, Ventus Sky. Je trouve ça qui est pas mal. Après, tu as même la couverture nuageuse qui est vraiment bien précise. Là, si on se situe à maintenant, c'est souvent très fidèle à ce qui se passe au moment présent où on discute. Là, tu vois, il est bientôt 17h. J'ai une nébulosité qui est à 70%. C'est tout à fait vrai. Et on voit les zones bleutées, c'est qu'il y a du grand soleil, et quand c'est blanc, c'est nuageux. Et j'ai regardé pas mal cette carte de couverture nuageuse cet été, au mois de juillet, pour la récolte. Du coup, dès que le soleil se pointait, ça faisait sécher les pailles et on pouvait retourner travailler. Et je voyais arriver le passage ensoleillé grâce à cette carte plutôt précisément. Bon, qu'une heure ou deux à l'avance, la prévision était fiable, mais ça te donnait une idée de à quel moment partir démarrer la batteuse avec cette carte. Quand tu fais une lecture, toc, ça anime la carte. Donc ce soir, il y aura des nuages jusqu'à demain matin. Vous voyez, 100% de nébulosité. Ouais, il est pas mal, Ventus Sky, j'aime bien. Je l'ai trouvé par hasard. Tu as même la carte des impacts d'orage. Du coup, ça dit quoi ça te donne une notion de joule par kilo, je sais pas, ou d'impact. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, si c'est bleuté ou si ça vire vers le orange, je pense qu'il y a des orages. Normalement, il y en a le lundi. Il y en a quand mardi ou mercredi, je sais plus. Bon, voilà, il y a moyen de trouver son bonheur, je pense. La force des vents.
Si c'est rouge, à mon avis, ouais, c'est pas bon signe. Vous voyez, au survol de la souris, on a des vents à 100 km/h. Et là, chez moi, on est à 22, 23. Et c'est dynamique. C'est dynamique, vous voyez, quand on balade la souris, toc. Si on avance dans la journée, les vents là vont se déplacer. Eh ben, ils ont 100 km/h. Ça va souffler, hein. Allez, je vais vous faire voir quelques photos du chantier de cette semaine. Bon courage pour les vélages, Jonathan. Voilà pour ce que j'utilise. Ça prend de la ressource. L'ordinateur mouline un petit peu pour ses cartes sur Ventus Sky. Ça prend un petit peu de ressources. Toc. Cette semaine, donc, non, ça c'est Jean-Bernard. J'ai commencé par les colzas. Une photo du colza, je vous en ai mis une sur Facebook. Là, il faisait un petit peu froid au matin. Mais ouais, ça roulait vraiment bien. Ah oui, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur l'épandage. Je l'ai mise où? Source média. Tac, on va faire comme ça. Donc le colza a perdu pas mal en feuilles. Mais après, en termes de plants par mètre carré, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a, selon les endroits, 20-30 pieds par mètre carré. Parfois, ouais, voilà, c'est la moyenne de mètre carré au mètre carré. Tac. Donc avec le 1400, c'est vrai que le convoi est assez lourd. Là ça passe vraiment bien, hein. Il n'y a pas endroit le 956 pour être suffisant pour tirer la tonne, pour tirer le pulvérisateur. Mais j'y mets quand même 3000 litres d'engrais dedans. Ça fait pas loin d'un pulvé plein en eau, vu la densité de l'azote, pas loin de 4000 litres d'eau. C'est le même rapport. Et du coup, le 956 dans les côtes, il peinerait quand même. Et dès qu'il y a une petite, s'il devait rencontrer un peu de zone humide, le 956, il ne pourrait pas s'en sortir. Et clairement, dans la mouillère que je vais vous faire voir juste après, où le 1400 il a patiné un petit peu, ben, j'aurais pas pu m'en sortir. Donc ça a été une surprise. Et le 1455 est quand même là pour sécuriser le chantier et l'avancée du chantier, quoi. La vidéo que je vous la montre. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va passer? Source média. Pourquoi elle ne veut pas se lire? Ah oui, du coup, elles sont trop forts. Excusez-moi, je n'avais pas géré. Et je l'entends pas, j'ai pas de retour. Donc, ouais, Esteban, donc tu vas parler de la ration des vaches. Et moi aussi, j'en ai parlé dans la vidéo avec Jean-Bernard. Donc, on sera deux à en parler. Vaut mieux plus que pas du tout. C'est trop fort. C'est bon, ça doit être réglé. Donc voilà, quand il y a un soleil qui reflète comme ça, on voit bien les G, les 6 G. La pression, là, elle était un petit peu forte. J'avançais pas trop vite pourtant. J'avais pris les buses bleues, là. Et j'aurais peut-être dû prendre les buses grises. Mais après, les bleus, je les ai conservés dans les blés et les orges. Donc voilà pour ce chantier de colza qui s'est bien déroulé. Ça s'est passé en très bonnes conditions, tout comme le reste. Voilà.
Ouais, 3 jours, voilà. C'est pourquoi j'ai fait aussi ces apports d'engrais là maintenant. C'est que je prévois que la semaine prochaine soit mitigée et que ça soit encore moins pratique d'y aller. Et le 15 février, pour moi, c'est central pour positionner les premiers apports. Si vous voulez, je vais vous faire voir ça, pourquoi j'ai intervenu. Surtout à ce moment-là de l'année. Les apports que l'on fait sur les cultures sont très bien valorisés ceux que l'on va faire du 15 février au 1er mars. Je l'ai mis sur Facebook pour répondre à quelqu'un, ce tableau où statistiquement, les pluies qui arrivent après le 1er mars valorisent bien les apports faits juste avant. Parce que certains m'ont dit, tu y vas trop tôt. Je me suis même fait insulter parce que j'avais traversé l'ornière, là, traversé la mouillère. Après, chacun le prend pour une insulte ou pas, mais moi je l'ai pris comme ça. On m'a qualifié de quelque chose quand on a vu ça. Voilà, j'ai fait 20 mètres, hein. Mais voilà, on m'a dit que je n'avais rien à faire là. Pourtant, c'est mon champ, hein. Du coup, on m'a dit d'y aller plus tard, d'y aller au 10 mars. Mais le 10 mars, c'est la parfaite date pour que les apports que je vais faire soient le moins bien valorisés. Donc, bon, voilà, après, chacun fait. Je ne critique pas ce que chacun fait chez soi. Par contre, on ne s'est pas privé de le faire me concernant. Voilà. Je vais vous faire voir un tableau de statistiques qui est géré, qui est quand même fait par les organismes scientifiques, techniques de l'interprofession. Du coup, toc toc toc. Ouais, donc on m'a dit que j'étais un blaireau, voilà, plus précisément. Parce que j'ai avancé de 20 mètres dans le champ et que j'ai fait demi-tour. Ça, c'est un champ d'1 hectare qui est nouveau. Que l'année dernière, j'avais pas pu fertiliser les colzas parce que c'était trop humide. Clairement, l'eau était en surface. Mais au vu des précipitations qu'on a eues depuis novembre, je m'étais dit ça va bien passer. Vous voyez là dans mon virage à gauche, c'est un petit peu marqué. Et puis pof, d'un coup, ça ne l'a pas fait, quoi. J'ai dit j'arrête, hein. J'ai pu fertiliser 50 arts, la moitié des 1 hectare. Et puis je m'en vais, je reviendrai au mois de mars, avril. C'est un champ très particulier que l'on loue, qui n'est pas à nous, qui n'est pas à la famille. Il n'est pas drainé. Du coup, il y a une énorme surprise durant tout l'hiver. Je ne sais pas, ça doit sourcer à cet endroit-là. Eh bien, il n'y a pas à y passer, quoi, sauf avec des chenilles. Du coup, je voulais vous montrer les statistiques. Et du coup, c'est des messages qui sont de la profession, quoi. C'est des confrères qui me disent ça, donc voilà. Alex me disait, oui, pas de souci. Alex de la Vienne me disait, c'est bon, tu n'as pas besoin d'acheter l'autoguidage. Le prochain passage, tu vas te guider tout seul. Le volant va se guider tout seul. Donc voilà, ça a été la seule surprise. Après, tout le reste, ça a passé nickel, hein. Quand on voit les photos de mes passages voilà, dans le blé, ça n'a clairement rien à voir. Par rapport à d'habitude, c'était vraiment très très simple. Donc quelqu'un me dit, vas-y le 10 mars. Mais ça ne sert à rien d'y aller le 10 mars, par chez moi, il est déjà trop tard. Tout dépend de la région dans laquelle on est, hein. Chaque région a ses périodes idéales d'apport d'engrais. Et moi, si j'y vais pas du 15 février au 1er mars jusqu'au 10 mars grand maximum, 5 mars grand maximum, c'est pas bon. Il faut qu'au 15 mars, 15 mars, c'est déjà trop tard, quoi. Et du coup, la statistique nous le révèle. Je vais vous faire voir par ce petit tableau qui vient quand il veut. Voilà. C'est aussi généré par Arvalis, ces statistiques-là. Ils ont regardé la pluviométrie des printemps et ils montrent que voilà, de toute façon, pour valoriser un engrais, il faut de la pluviométrie dans la foulée. Il faut que ton engrais soit conduit jusqu'aux racines. Et la pluie est vecteur de ça. Et du coup, quand on regarde la pluvio, ça arrive. Tac.
Ah oui, là, il est en tout petit. Tac. Voilà ce qui est généré par Valis et puis repris par les chambres d'agriculture. Et là, si vous voulez, c'est une base de conseils en fait. Chaque ligne de ce tableau, c'est une commune de la région ou du département. Je ne sais plus les communes exactes. Sur le document, ça les a coupées. Mais c'est dans le 37. Et chaque ligne, c'est une situation, c'est une localité. Et quand le carré est vert, il y a, après ce carré, après cette date, là, sur les abscisses, ça doit être ça, les abscisses, il y a la date. Là, c'est du 1er février au 31 mai. 7 jours après une date, il y a de l'eau. Il y a plus de 15 mm d'eau dans les 15 jours qui suivent. Quand c'est vert, c'est une statistique qui arrive 7 années sur 10. Donc les meilleurs apports, ce sont ceux qui sont généralement du 15 février au 1er mars. Passé le 1er mars, on valorise moins les apports, moins souvent. Du coup, la zone qui est rouge, période défavorable d'apport d'engrais, la plus défavorable, la moins valorisante pour un apport d'engrais, c'est du 1er mars jusqu'au 12 avril. Avec quand même au milieu, fin mars, une année sur deux, dans certains endroits, quand même un peu d'eau, heureusement, pour valoriser les apports. Donc ça, c'est typique pour ma région. Et je m'appuie sur ces statistiques-là pour apporter mes engrais. Donc voilà la réflexion. Et puis, et du coup, j'ai été surpris par tout, je ne vous le cache pas, par tous ces messages qui me disaient de plus faire de telle ou telle sorte, alors que j'essaie de toujours être au mieux possible. C'était plutôt surprenant. Ouais, Dog Pepper, donc la remontée la remontée de flotte là en mouillère, ça peut être une remontée, pas capillaire, mince, comment on dit, une remontée, si, par capillarité. Si, c'est possible, ouais, il peut y avoir des zones humides en dessous, ouais, c'est ça, par capillarité, mais capillaire, ouais, ça fait penser à autre chose. Alors, de toute façon, Esteban, ça, on est habitué. Hein. On est habitué, il y a des moments où les cultures vont être demandeuses en azote et on est parfois un peu obligé de passer, pas partout, c'est pas toutes les zones d'un champ qui vont être comme ça, mais parfois on va marquer un peu plus, on y fait toujours très gaffe, hein, la batteuse, on peut tout à fait prendre en travers ces zones-là, et en prenant soin, on sait où elles sont, quoi. Et ici maintenant, je sais qu'il y a une mouillère et que même si l'hiver est très sec, faut pas y aller, quoi. Ouais, là, ouais, non, Dog Pepper, ouais, dans ces zones-là, on sait clairement quoi faire. On n'a jamais mis un essieu par terre de moissonneuse-batteuse ou un pont avant de tracteur par terre à cause de ça. Hein. On est une zone à terrain hydromorphe, on est habitué. Hein. Mais voilà, bon, ça fait pas mal réagir. Sur Facebook, du coup. Ouais, tout à fait, Esteban, ouais, en plus. En plus, vraiment. Mm. J'ai pas les yeux en face, là. Donc toi, tu as mis, Esteban, des engrais sur le triticale et l'herbe fin janvier, ça se passe nickel, ok. Alors ça, donc les dates, il y a aussi des dates et des doses à respecter, je vous en parlerai dans les futures vidéos. Là, j'ai apporté donc une quarantaine d'unités sur blé et orge, pas toutes les orges, je vous dirai pourquoi, toutes les orges ne sont pas au bon stade. 60 sur colza. Et du coup, je suis limité dans la région entre le 1er et 15 février à 60 unités d'azote sur les colzas ou 80 unités si j'ai fait un bilan prévisionnel de fumure et si la dose totale est supérieure à 100 unités par hectare, la dose totale,
d'azote. Et sur blé, je suis limité à 50 unités par hectare, du 1er au 15 février. Et après, la dose totale est limitée par rapport, enfin, elle est cadrée par rapport au reliquat du sol en azote, aux besoins de la culture, à l'objectif du rendement, à l'effet précédent, est-ce qu'il y avait dans le sol avant, aux apports de matière organique s'il y a les années passées. Donc c'est très très suivi. Donc voilà pour cette semaine. Cette semaine prochaine, je vais essayer de faire un petit peu de bois. Parce que je ne ferai pas une vidéo, hein, j'ai 2-3 acacias que j'ai pas, qui sont par terre, qui ne sont pas débités. Un petit peu de bois. Je vais essayer de refaire la garniture de 956. Voilà, c'est juste un aspect confort. Hein. Ça ne va pas l'aider à avancer. Ça va être plus de l'esthétique qu'autre chose, mais ça fait du bien l'esthétique un petit peu de temps en temps. La vidéo de mardi, Esteban, c'est pas avec Jean-Bernard. Ça va être encore un petit peu de bois. Jean-Bernard, ça sera dans 2 semaines. Des nouvelles du Massé, toujours pas. Les bonnes nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça commence à être inquiétant un petit peu. J'espère qu'il n'est pas découpé en 2. Non, je plaisante. Mais ça fait bien 3-4 semaines qu'il est chez eux là et j'ai pas de nouvelles. Bon après, j'en ai pas besoin. Hein. Je leur avais dit que j'en ai pas besoin. Hein. Puis c'est vrai. Ah, c'est le relevage qui arrête pas de monter, qui arrête toujours pas de monter automatiquement, en plein travail. Quand tu travailles avec les chisels, en plein milieu du boulot, le relevage se lève et il ne veut plus redescendre. C'est surtout ça. C'est très très gênant pour travailler. Ah bonjour pompier Maxou, j'avais pas vu ton message. Bienvenue pour la première fois ici. Voilà pour les news. Je ne sais pas si on se reverra dimanche prochain. Je vous tiens au courant toujours. Hein. Là, les jours vont arriver où il va y avoir toujours un peu plus de travail chaque semaine. Du coup, il y en aura peut-être moins et ce ne sera peut-être pas toutes les semaines comme cet hiver. Ce sera peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on verra. Mais j'essaie de vous prévenir la journée du samedi s'il y a un live le dimanche, comme d'habitude. Et puis voilà, merci pour vos questions, c'était cool. Je tâcherai, puis je le dirai dans la vidéo sur les reliquats azotés, puisque je ferai une vidéo sur les reliquats azotés sur la chaîne principale, où on parlera, je tiendrai 1 ou 2 exemples de comment se calcule la dose à apporter sur une parcelle ou 2, par rapport au précédent, l'objectif de rendement, le stade de la culture, quand il y a un colza qui est fort ou un colza qui est plus petit, qu'est-ce que ça a comme incidence sur la dose d'azote à apporter, comment se calculent ces doses d'azote-là. Voilà pour la future vidéo et pour le prochain Twitch. Bon courage à la prochaine, Ménécar, merci. Alors Vincent, ouais, J45, ça se précise toujours un peu plus. Je serai au salon normalement. Au moins les 3 et 4 février, mars, pardon. Au moins les 3 et 4 mars. J'ai normalement un engagement, c'est-à-dire un engagement qui m'attire au salon. Donc en théorie ça se tient, si ça se tient toujours. Je sais que j'ai d'autres confrères youtubeurs et youtubeuses qui sont le premier week-end, le week-end d'ouverture, le 26 février. Donc surveillez les réseaux sociaux des confrères si vous voulez les voir, vous pourrez peut-être les voir dans les allées. Et je suis souvent branché, au Salon de la Culture, souvent sur le hall numéro 4. Moi j'essaierai de vous tenir au courant. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour ces news.
j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez eu des actus? Qu'est-ce que vous avez eu passer cette semaine comme actu en rapport avec l'agriculture, évidemment? Je m'étais dit, de temps en temps, je parlerai d'actualité ici, de ce que j'ai vu passer. Mais là, cette semaine, j'ai pas vu grand-chose, je vous avouerai, où j'ai vu que les prix continuaient d'augmenter sur les matières premières, sur les céréales, principalement liés à la tension Ukraine-Russie. Et ça fait beaucoup jouer sur les cours. Par contre, qu'est-ce que vous avez vu? Vincent J45, non, c'est pas prévu. Je sais qu'ils y sont le premier week-end, mais ça va pas être. Pour moi, il faut que je priorise une date en particulier. J'irai surtout le 4 et 5. Parce que on va dire, j'ai presque le devoir qui m'appelle là-bas, ces journées-là, mais vous en saurez plus le moment venu. Ah yes, Aurélec, ouais, j'ai vu passer ça. Mince, il y a toutes les denrées alimentaires, enfin les fruits, toutes les productions végétales ont été découpées en termes de niveau de TVA. Il y a du 5%, il y a du 10%, il y a du 20%. Tout à fait, Vincent. Donc ouais, ça je sais pas. Après, je dirais ça va pas avoir d'impact. Moi, je sais qu'on m'achète les céréales avec une TVA à 5%. Après, si on me les achète avec une TVA à 10%, eh bien je vais collecter. Enfin, j'ai même pas regardé à combien serait collectée la TVA sur les céréales. Mais imagine, j'ai une TVA qui est supérieure demain. Du coup, je vais toucher plus d'argent de la vente de mes céréales de par la TVA. Donc, c'est de l'argent que je devrais redonner à l'État. À un moment donné, on fait un bilan de la TVA collectée, de la TVA donnée lors des achats. Yes, augmentation du GNR, je sais pas. Donc, voilà pour la TVA, voilà pour le GNR. GNR, il faut que j'en commande 3-4 000 litres. Je verrai comment il a augmenté. Je n'ai pas demandé à mon fournisseur à combien il était. Yes, Vincent, salut. Je crois que je t'ai pas vu juste avant. La nouvelle PAC, ouais, il y a eu, et c'est une bonne remarque, c'est vrai que j'ai eu une réunion avec ma chambre d'agriculture il y a une dizaine de jours où on a vu comment allait être organisée la nouvelle politique agricole commune et la direction des fonds européens. C'est-à-dire, me concernant, mon système actuel rentre dans les nouvelles cordes et les nouvelles réglementations, c'est-à-dire qu'il cherche à rendre plus diversifiées les rotations, les assolements. C'est-à-dire, vu la diversité actuelle de mon assolement, du colza, du tournesol au printemps, de la luzerne, des légumineuses, donc, je rentre dans un cadre où la nouvelle PAC ne va pas avoir d'incidence sur mon système. Enfin, disons que je pourrais toujours prétendre au même niveau actuel que j'ai des aides à l'hectare. Alors après, pour les systèmes où il y a plus de... Il y a moins de culture, on va dire, et bien du coup, ça va créer de l'érosion sur certaines fermes. Et du coup, ça pousse à réorganiser pour celui qui souhaite avoir une subvention comme avant. Ça va demander de la réorganisation. Après, c'est des calculs à faire parce que est-ce que la perte, est-ce que conserver le système que ces structures-là ont, certainement ça fera une baisse de rentrée de subventions, mais ça se trouve, il est peut-être plus intéressant économiquement de garder le système historique plutôt que de le bousculer. Mais après, c'est du cas par cas, quoi. Je sais que dans ma région, la grande majorité des exploitations sont déjà dans un système qui entre dans les objectifs et les ambitions de la PAC. Voilà, ça fait beaucoup de phrases, j'espère que vous m'avez compris. Donc ouais, Vincent, il y a un système de points, un système de notation. Si tu as une culture de printemps, ça te fait un point. Je dis une bêtise, hein, ça fait un point. Et si tu veux prétendre au même nombre d'aides qu'avant, bah, il faut que tu en aies 4 ou 5 points, ou être en cahier des charges haute valeur environnementale, ou être en agriculture biologique. Il y a différents trucs. Il y a un système de notation de points pour
pour être là-dedans. Bon, bah voilà. Mais du coup, ouais, c'est une grosse actualité, en effet. Et ouais, ça me fait penser que ça pourrait être sympa de la lire, mais ça ressemble, enfin, sûrement que je ne l'ai pas assez bien étudié, mais ça ressemble à une usine à gaz, comme parfois, je ne sais pas si c'est souvent, mais une usine à gaz. Et du coup, il faut réellement s'y pencher, quoi. Bon, on ajoute encore un peu plus de la complexité. Et je dis ça en toute objectivité. Donc Vincent, J45, ouais, gardons la surprise, comme tu le dis, pour le 3 et 4 mars, quand je serai au salon. Yes. Bah, merci à tous, merci de votre participation. Bon dimanche pour les quelques heures qui nous restent de la journée. La complexité, la signature de la France. Disons que oui, c'est un empilement, toujours en toute objectivité. Il y a un empilement de règles, de cadres, de normes, et je crois de plus en plus nécessaire de m'entourer de conseils, c'est-à-dire pour ça que je suis toujours en contact avec la Chambre d'agriculture qui, elle, est proche de la réglementation, des ordres, on va dire, et du coup, j'ai besoin de ce conseil, de cette vision extérieure, pour que je sois toujours dans le cadre légal de mon activité, dans un cadre légal, parce que faut vraiment suivre l'actualité, quoi. Genre des fois, dernièrement, les nouvelles bandes enherbées à créer en bordure de nouveaux ruisseaux. Il y a même des bords de collecteurs, des bords de fossés où je n'étais pas dans l'obligation de mettre une bande enherbée de 5 mètres. Il y a eu une année où il y avait un nouveau dessin de nouveaux collecteurs, de nouveaux fossés dessinés sur une carte, des nouveaux cours d'eau, on va dire, réglementés. Et si j'oubliais de semer ces bandes enherbées, ben, j'étais sanctionné, économiquement. Donc c'est pour ça que je suis très heureux dans cette complexité d'avoir le conseil, quoi. Voilà, parce qu'on peut louper des trucs. Yes. Bon, bah voilà, bonne saison d'engrais à vous si vous commencez bientôt. Et puis je vous dis à très vite. À mardi prochain. On parlera encore un petit peu de bois. Après, on passera au travail des champs. Donc, bonne soirée, Ludovic. Merci à tous. Merci, Jérém. Merci, Doc Pépère. Merci, Vincent. Merci, Stéphane. J'en oublie. Merci, Ménécard. Bonne soirée à tous. Et voilà, quand j'aurai du temps et plein de choses à vous raconter, je relance un live ici ou dans les champs. Et peut-être pas avant quelques semaines, Vincent. Allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut!